Voilà, donc il est 11h02. J'espère que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez tous. On va donc commencer ce webinaire consacré au Smart Data avant et après le Marketing Automation. Je suppose que les gens vont progressivement nous rejoindre au cours du webinaire. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Alors, ce webinaire va durer environ une demi-heure. La présentation, environ 25 minutes, et il y aura évidemment 5-10 minutes réservées aux questions. Et j'ai ici Véronique à mes côtés qui va effectivement capter les questions en cours de présentation, et donc j'essaierai d'y répondre. Je me présente, donc je suis Éric Godefroy, je suis directeur d'Actito en Belgique. Et Actito est donc une société européenne de marketing automation active depuis 16 ans. La présentation, une question peut-être? On entend mal. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Alors, je continue. Donc, le thème d'aujourd'hui est consacré vraiment aux données intelligentes avant et après l'exercice d'automatisation du marketing. Alors, je vous rappelle que ce webinaire est la première session de 4 webinaires que Actito organise au cours de l'été. Et donc, le premier sujet, c'est donc aujourd'hui à propos des données intelligentes. Le deuxième sujet, le 29 juin, ce sera vraiment l'utilisation de ces données intelligentes à des fins de personnalisation pour booster l'engagement de vos clients ou de vos prospects, présenté par Jonathan Hurman. Ensuite, le 13 juillet, il y aura également un webinaire sur la délivrabilité email, qui est donc un outil fondamental, et la mise en place des bonnes pratiques. Et puis, fin juillet, il y aura Marc Desenfants, directeur d'Actito France, qui va présenter l'influence de l'intelligence artificielle dans le métier du marketing et comment ça va influencer les technologies marketing au quotidien. Voilà. Donc, on va commencer ce webinaire maintenant dans le fond. D'abord, une petite explication à propos d'Actito. Actito est donc une société de marketing automation. Donc, nous sommes fournisseurs d'une solution technologique et éditeurs d'une solution technologique de marketing automation, avec effectivement également de l'accompagnement expert. Et donc, notre but est d'aider les marketeurs vers du marketing centré client, et de les aider à capter les opportunités business le long du parcours client, et ça avec le bon mix de technologie et de services intégrés. Et pourquoi on insiste sur l'agilité? Parce qu'effectivement, l'agilité, on pense que le marketing automation a besoin d'évoluer de manière continue et que 80% des apprentissages sont le long du chemin, le long des pilotes et le long de l'apprentissage. Et donc, on privilégie véritablement des setups courts et puis vraiment de l'évolution en cours de route selon la maturité humaine, donnée et technologique de l'entreprise. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sont les données intelligentes. Et effectivement, qu'est-ce qu'on entend par données intelligentes? Les données intelligentes, ce sont avant tout les données qui permettent de déclencher les campagnes. Donc ça, ce sont les données avant le marketing automation. Et les données vont nous permettre donc de déclencher les campagnes selon le parcours individuel de chaque client. Et également, ces données vont nous permettre la personnalisation du contenu. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers enjeux du marketing automation. C'est ce qu'on appelle données intelligentes avant le marketing automation. Et puis évidemment, on va traiter également des données après le marketing automation, parce qu'effectivement, il y a au travers de l'exercice d'activation énormément de données qui vont sortir, d'indicateurs clés de performance, de possibilités de faire des tableaux de bord, de possibilités de faire de l'A/B testing, et c'est véritablement ça qui va nous permettre l'amélioration continue et de tendre progressivement vers les meilleures pratiques. Donc ça, c'est l'ambition d'aujourd'hui, c'est de couvrir ces deux volets. Alors, un petit état du marché avant, on se rend compte aujourd'hui que 83% des entreprises ont mis le marketing automation
comme priorité stratégique de l'entreprise. Et il faut constater la dure réalité, c'est qu'aujourd'hui, seuls 14% des entreprises arrivent à faire du marketing personnalisé de manière continue. Donc là, on voit quand même un gouffre entre la vision stratégique de l'entreprise et la véritable implémentation d'un marketing personnalisé. La véritable question, c'est pourquoi? Alors, il faut reconnaître que le marketing, et vous êtes tous sensibles à cela, la plupart des gens ici sur ce webinaire sont des marketeurs, et on peut dire que le marketing a évolué d'art vers un exercice de science. Aujourd'hui, le monde s'est profondément digitalisé, le consommateur est multicanal, voire omnicanal, et il a un comportement non linéaire, donc c'est très difficile de planifier le parcours client. Et puis, il y a effectivement des milliers, voire des millions de données qui sortent de ces activités. Et la vraie question, c'est qu'en faire au quotidien. Ce qui fait que probablement, en tant que marketeur, un petit peu au milieu de la transformation digitale de l'entreprise, vous êtes aujourd'hui un petit peu perdu dans un tsunami de données, de canaux à gérer et de technologies à utiliser. Et effectivement, vous devez aussi réaliser une partie de la transformation digitale de l'entreprise dans lequel il y a effectivement parfois des silos. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de difficulté. Aujourd'hui, si on prend les dimensions d'un marketing centré client, donc on a fait une enquête Actito l'année passée, et donc on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, 45% des entreprises sont capables de faire du marketing selon le parcours client et à déclencher une campagne selon un événement individualisé et d'activer ces gens de manière individualisée. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de matière à progression et plus de la moitié des entreprises n'est pas encore tout à fait opérationnelle à ce niveau-là. Le deuxième grand enjeu, c'est effectivement l'utilisation des données à des fins de personnalisation. Bien évidemment, en tant que marketeur direct, vous collectez les données de contact, mais aujourd'hui, effectivement, quand on voit le décalage entre le bleu et le vert, c'est-à-dire les données collectées et les données utilisées, on voit qu'aujourd'hui, les données ne sont pas encore assez issues d'un dialogue entre la marque et le client, donc les données déclaratives sont utilisées par un quart des entreprises. Les données transactionnelles et principalement les retailers ont compris qu'ils pouvaient, dans le cadre de programmes de fidélité, utiliser traditionnellement des données de comportement d'achat. À 43% des entreprises le font. Par contre, on peut dire que les données comportementales digitales sont encore totalement sous-utilisées. Un quart des entreprises le font. Et le prédictif est encore un petit peu de science-fiction. Les entreprises les utilisent plutôt pour du pricing ou du category management, mais pas encore pour des exercices d'activation personnalisés de manière permanente. Donc, il y a du travail à faire sur la collection et surtout la mise en œuvre de l'utilisation de ces données. Et je dirais que le troisième péché capital, c'est effectivement que, en général, les marketeurs sont plutôt des planificateurs. Et quand il s'agit d'implémenter une stratégie de marketing centré client, souvent les entreprises partent dans des exercices exhaustifs de planifier l'intégralité du parcours client, d'avoir un modèle de données, un référentiel client unique 360 degrés. Et donc, on est très souvent parti dans des setups qui sont longs de 1 à 2 ans. Et ça veut dire qu'on n'a toujours pas de campagne lancée et de résultats analysés. Alors, on va passer dans le cœur de la présentation et on va commencer effectivement. Quelles sont les données intelligentes que l'on peut utiliser pour déclencher du marketing selon le parcours client et pour la personnalisation? Alors, bien évidemment, le grand enjeu, c'est le parcours client. Voici une façon de le représenter. Et l'enjeu, c'est de déclencher au bon moment pour le bon consommateur le bon message avec le bon canal. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'opportunités de captation de données et de déclenchement de campagnes en fonction de ce parcours client. Le parcours client peut être son comportement d'achat, le parcours client peut être son comportement web qui est capté,
peut-être un formulaire web où il y a une inscription à un email ou à un programme de fidélité, une enquête de satisfaction. Mais le plus important, avant de se jeter dans toutes ces opportunités, c'est de se demander qu'est-ce qui est important pour une marque. Euh, et effectivement, il y a des marques qui vont mettre l'accent sur l'acquisition, il y a des marques qui vont, avec des portefeuilles larges de produits, mettre l'accent sur le cross et le upselling, et il y a des marques qui sont peut-être plus défensives, qui vont essayer de retenir leurs clients en fin de cycle de vie. Donc le premier choix à faire pour éviter l'exhaustivité, c'est de se dire en tant que marque, quels sont les moments, quelle est la priorité de ma marque au niveau stratégique et quels sont les moments que je vais commencer à tester et à gérer. Et bien évidemment, quand ces moments sont choisis, ne commencez pas par de la pleine automatisation. Le conseil est de commencer par des pilotes dans lesquels vous allez mesurer le retour sur investissement plutôt de manière manuelle et puis en fonction des résultats, aller véritablement vers l'automatisation des meilleures pratiques. Le deuxième élément de choix, pour ne pas aller vers l'exhaustivité, c'est de petit à petit identifier les 20% de données qui vont avoir un effet de levier sur 80% de votre résultat. On est sur la loi de Pareto et c'est la même chose pour les données. Donc ne vous embarquez pas dans un projet de modèle de données exhaustif avec toutes les données de l'entreprise parce que probablement 80% de ces données ne seront pas utiles à des fins de marketing personnalisé. Donc commencez avec des modèles de données simples pour avoir des setups relativement courts et d'aller très vite vers le commencement des premières campagnes, la définition de vos indicateurs clés de performance, et puis privilégier véritablement une évolution en fonction de vos apprentissages progressifs. Et puis tout ce qui est big data, qui est un buzzword en ce moment, effectivement, mettez ça comme cerise sur le gâteau une fois que vous aviez identifié vos moments intelligents, vos segments intelligents, vos données de personnalisation avec un effet de levier, et laissez le data mining pour effectivement aller chercher les derniers 20%. Alors ici, on va commencer par un premier cas, qui est le cas d'un fournisseur d'électricité, l'Empiris, et qui est un challenger. Il est actif en Belgique. Et donc, qu'est-ce qu'a fait ce fournisseur d'électricité? Eh bien, il s'est rendu compte qu'un facteur extérieur, facteur de la demande et du business, c'était effectivement le risque lié ou l'opportunité liée au déménagement. Et donc, aussi bien pour des clients existants qui vont déménager que pour des prospects qui vont effectivement déménager, il y a la possibilité soit de conserver le client, soit effectivement d'aller conquérir le client quand il va déménager. Donc on est vraiment dans un moment psychologique clé. Et là, quelque part, on a fait un pilote dans lequel les données ont été louées à la poste, puisqu'effectivement, il y a le reroutage du courrier des gens. Et effectivement, il y a eu un test sur une campagne papier, une campagne email ou une campagne en relais, d'abord du papier et puis de l'email. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait bien calibrer le moment d'envoi de la campagne. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il valait d'abord mieux faire du papier, puisqu'effectivement, les gens en cours de déménagement doivent avoir plutôt des choses qui restent. Et puis, on a eu 3-4% de conversion avec le papier. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on mettait l'email en tant que relais du papier, comme rappel d'action plutôt, on avait un effet de levier en valeur relative encore de 40%. Donc on voit qu'effectivement, le moment est clé, le timing d'envoi est clé, le call to action est clé, et plusieurs A/B testing ont été faits. Et ici, on a finalisé avec 4 mois gratuits pour les prospects et les clients qui déménageaient. Et on voit que l'utilisation du multicanal en mode relais avec des rôles différents est très importante. À présent, ce processus a été automatisé et donc toutes les semaines, les données sont récoltées de la poste et envoie systématiquement des campagnes papier vers les clients et les prospects. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est l'exemple de Lunch Garden. Lunch Garden est une chaîne de restaurants comparable avec un Courte Paille ou l'Arche en France,
Et donc, on voit ici que on a une marque qui a lancé un programme de fidélité avec Actito et qui, quelque part, au début, a une culture de marketing push avec effectivement, en vert ici sur la gauche, de la communication de masse avec l'envoi 2 fois par mois de campagnes avec effectivement les menus. Et on voit qu'on est déjà sur des bons taux d'ouverture de 30% et des taux de conversion de 3%. Et puis, progressivement, avec Actito, on a mis en œuvre effectivement des moments critiques, des moments de rétention, des moments de bienvenue, des moments de cross-selling. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les taux de conversion étaient vraiment impressionnants. Euh, Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit au programme de fidélité et est inactif pendant 6 mois, on le relance. Et effectivement, là, les taux de conversion sont supérieurs à 20%. Quand quelqu'un en cours d'utilisation de la carte de fidélité est inactif pendant 3 mois en termes de visite magasin, donc on est intégré avec le système de caisse en temps réel, on relance les personnes dès qu'il y a 3 mois d'inactivité, de nouveau 20% de conversion. Le classique joyeux anniversaire également, c'est l'association positive de la marque avec un événement heureux et puis la possibilité d'aller fêter son anniversaire avec les enfants à un restaurant. 20% de conversion, 50% d'ouverture. Et même lorsqu'on dit que la carte va être retirée après 2 années d'inactivité, on a encore 3% de conversion. Donc, on voit effectivement que lorsqu'on parle au bon moment avec les clients, selon ici le comportement d'achat, on a des taux de conversion qui sont vraiment impressionnants par rapport à du marketing poussé et du marketing de masse. Et aujourd'hui, on a fait ce parcours avec Lunch Garden. Aujourd'hui, on a donc 52 scénarios qui tournent de manière continue et l'effet de levier sur les achats est plus important que le marketing poussé classique. Donc, on est vraiment dans une construction progressive qui est possible avec finalement un énorme effet de levier au travers de la carte de fidélité et la mesure systématique de l'impact des campagnes sur la conversion en point de vente. Alors, si on aborde un autre élément par rapport au déclenchement, c'est effectivement l'enjeu de la personnalisation. Aujourd'hui, vous êtes tous probablement des marketeurs aguerris en termes de personnalisation. Ici, c'est un exemple plutôt d'hyper-personnalisation. Byway, en fait, est une société de crédit à la consommation qui est l'ancien CTLM, encore actif évidemment en France sous la marque CTLM. Et donc, le but ici, on est devant un peu une cible qui est un peu fragilisée. Et donc, le but, c'est de simplifier la finance. C'est le premier enjeu de la personnalisation. Deuxièmement, on a des gens qui ont retiré des cartes de crédit chez leur retailer, ici l'exemple Auchan, et effectivement, on se rend compte que c'est très important que ces gens comprennent le potentiel qu'il y a derrière l'utilisation de la carte de fidélité, la carte de crédit, pardon. Et donc, on est d'abord effectivement dans de la personnalisation qui va être utilisée pour expliquer aux gens combien de crédits ils ont encore disponibles. Et puis, deuxièmement, on va essayer de faire de la segmentation sociodémographique dans lequel les gens, on ne va pas parler de l'argent en lui-même, mais on va parler de l'utilisation de l'argent. Donc, quelque part, en fonction du segment sociodémographique, les gens vont avoir des témoignages de gens qui leur ressemblent et qui vont effectivement être sur l'utilisation de l'argent, et donc on est véritablement sur du upselling et du cross-selling positif. Et le troisième élément, c'est effectivement de se dire, en fonction de l'utilisation de la carte de crédit, de ce que les gens ont déjà découvert, retrait de cash, utilisation dans les magasins, ligne de crédit, il y a la recommandation de la prochaine action à faire, plutôt que d'expliquer à cette cible tout ce qu'on peut faire avec une carte de crédit, on va véritablement utiliser la personnalisation pour faire une ou deux recommandations selon ce qu'ils ont déjà utilisé, et on va même aller jusqu'à pré-remplir les formulaires de demande, ce qui va effectivement faciliter l'administratif, et on a fait du testing en termes de type de canaux à utiliser, c'est-à-dire le web, le call center, pour finalement asseoir les meilleures pratiques. Donc ici, on est sur une campagne qui a été répétée pendant 4 ans en termes de personnalisation,
et qui a eu des retours sur investissement entre 400 et 900% sur les 4 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au travers de ces premiers exemples avant l'automatisation? C'est de dire, faites des choix d'abord sur les moments qui sont critiques pour votre marque et qui ont un effet de levier sur les résultats. Ensuite, allez les tester lors d'un pilote dans lequel vous allez plutôt tenter de répondre à quel est le retour sur investissement de la personnalisation. Donc, vous allez d'abord faire de l'automatisation de contenu et travailler plutôt sur l'envoi en batch des campagnes. Une fois que vous avez vos résultats et vos meilleures pratiques, vous allez pouvoir créer un business plan dans lequel vous allez dire, si on faisait ça de manière continue sur toute la base qui est dans cet état-là, eh bien, on peut faire un business plan et donc vous allez pouvoir avoir un discours très clair vis-à-vis de votre direction financière et générale pour aller quelque part systématiser ces pratiques et là mettre en place les choses de manière structurelle avec de l'automatisation de contenu, de la base de données enrichie et de l'automatisation de déclenchement. Et donc, n'oubliez pas également de toujours faire de l'A/B testing à chacune de vos campagnes, parce que de nouveau, ce qui semble parfois logique ne l'est pas toujours. Et donc, c'est le client qui doit apporter la réponse sur véritablement les meilleures pratiques. Alors, ceci clôt la première moitié du webinaire. Maintenant, on va parler un petit peu des données en sortie de l'exercice de marketing automation. Le premier commentaire que j'ai, c'est au niveau des modèles de données. Je pense que tout le monde s'arrache les cheveux pour construire des modèles de données. Et donc là, le conseil qu'on peut donner, c'est effectivement de garantir l'évolutivité. C'est-à-dire privilégier au début des modèles de données extrêmement simples pour avoir des setups rapides. Et puis en cours de pilote et en cours d'apprentissage, vous allez faire évoluer votre modèle de données. Vous allez trouver les 20% de données qui ont un effet de levier sur les résultats et vous allez construire un modèle de données de plus en plus enrichi. L'autre conseil important, c'est effectivement quand vous allez devoir faire de la personnalisation en déclenchement ou en contenu, construisez absolument un modèle de données qui est centré client, centré profil, centré prospect. Chez Actito, sur la droite, on a donc un modèle de données qui est centré profil, avec effectivement les inscriptions aux newsletters, les abonnements, les centres de préférence, les différents segments qui sont d'appartenance des profils, les interactions dans les canaux, les SMS, les interactions web, les interactions email et les interactions opérationnelles, c'est-à-dire avec quel device les gens ouvrent les emails et effectivement quelle est la récence d'ouverture. Déjà, on a toutes des données qui sont véritablement construites autour du profil. Ça, c'est vraiment la base pour commencer à faire du marketing centré client. L'autre élément, c'est que vous avez à gauche, évidemment, le data mart de l'entreprise avec des modèles de données extrêmement complexes, extrêmement enrichis. Le but n'est pas d'utiliser toutes ces données pour le marketing automation. Donc chez Actito, on a développé une technologie, le Data Fusion Engine, qui nous permet en fait de publier des vues de ce data mart et uniquement des données brutes ou des données agrégées qui vont être utiles pour le marketing automation. Et donc, les vues qui vont s'accrocher au modèle de données centré client, ici en mauve, vont être exploitables à des fins de ciblage, à des fins de déclenchement automatique de campagne sous la forme de scénario, vont être utilisables pour la personnalisation, avec pourquoi pas des lignes de ticket de caisse et de la personnalisation web qui va nourrir justement de la personnalisation email, et ces données vont être également utilisables pour tout ce qui est marketing analytics, pour effectivement vous améliorer de manière continue. Donc le conseil ici, c'est de dissocier le modèle de données qui va être nécessaire pour le marketing automation, qui est centré client, et le data mart d'entreprise, qui va simplement nourrir le modèle pour le marketing automation sous la forme de vues. Et les deux bénéfices de ceci, c'est que vous pouvez faire évoluer votre data mart sans complexifier
vos principes de marketing automation et vous publiez des vues uniquement, vous en avez une fois que c'est nécessaire. Et deuxièmement, vous avez accès à un modèle de données extrêmement enrichi, mais sans avoir une complexité opérationnelle pour les exercices de ciblage, de scénario et de personnalisation. Donc on est véritablement ici dans un modèle qui permet l'agilité et l'évolutivité, parce qu'on pense que 80% des apprentissages vont être en cours de chemin. Alors, on va essayer de mettre ça en pratique. Ici, je vous parle d'un cas qu'a fait Actito avec Carrefour. Et donc, Carrefour, chaîne de supermarchés bien connue, a déjà fait un parcours de 2 ans sur la personnalisation, notamment des newsletters. Mais ici, le but était de faire effectivement de la personnalisation sur base du parcours client. Et donc, on a choisi un pilote lors du lancement de Carrefour Drive, c'est-à-dire leur service de click and mortar, où les gens commandent en ligne et puis vont chercher physiquement sur le point de vente, et avec l'introduction du non-food. Donc au début, c'était le frais, et puis ils sont passés effectivement à des ventes de jouets, des ventes de produits électroniques. Et donc ça nous a semblé un bon pilote pour justement construire un modèle de données orienté comportement digital, pour faire de la scénarisation automatisée et pour voir l'impact de l'automatique par rapport aux campagnes manuelles, et puis effectivement monter des tableaux de bord pour permettre aux marketeurs de Carrefour de s'adapter de manière dynamique dans le temps. Alors ici, vous avez effectivement l'exemple des scénarios qui ont été mis en place. Donc on est sur le classique en point 2, abandon de panier, les relances après achat avec la recherche de témoignages et puis l'up et cross-selling. Ce qui est tout à fait nouveau ici, c'est qu'on a même été jusqu'à taguer le site web, c'est-à-dire que les tags nous permettent non seulement d'identifier la personne unique au travers d'un cookie qui est sur le site web après avoir rebondi sur un email et on garde cette information, et non seulement on peut récupérer le contenu de la page au travers des tags. Et donc ça nous permettait de faire du web retargeting, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu un email Actito, qui était ensuite sur le site web et qui a un comportement web sans avoir de panier abandonné et sans avoir d'achat. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a pu aller récolter les catégories surfées, les produits qui ont été surfés par les prospects, et on a pu utiliser le top 3 des catégories pour effectivement faire de la relance suite à un comportement web avec de la recommandation catégorie ou de la recommandation produit. Et donc, vous voyez ici le modèle de données Actito avec les vues publiées qui viennent du tag management. Et donc, vous voyez toute cette information riche qui rentre dans le modèle de données Actito avec les paniers abandonnés, les paniers achetés, les produits, les catégories, mais également les visites de catégories qui nous permettaient de relancer les gens selon ce comportement-là, sans qu'ils aient fait de panier abandonné ou de confirmation d'achat. Et donc, toutes ces données sont publiées dans un modèle en étoile, et ces données-là sont vraiment des données du comportement d'un seul individu qui va être relancé par les scénarios Actito. Alors, en termes de scénarisation, vous voyez ici 2 personnes qui ont eu des comportements web complètement différents. Une personne avec effectivement un comportement sur des jeux et une personne avec un comportement sur des produits électroniques. In fine, 30% des ventes avaient comme origine des relances automatiques. Alors encore 5 minutes, on est à 30 minutes, encore 5 petites minutes. Alors qu'est-ce qui était fait en termes de marketing intelligence? On voit ici que dans les tableaux de bord Actito, on voit le funnel de conversion de gens qui ont reçu un scénario, qui ont une visite web utile, qui ont eu un panier abandonné et puis une commande. Et donc là, on voit les 3 scénarios et ça permet aux marketeurs de complètement contrôler les points d'accrochage et de décrochage et de voir en fonction de la forme du funnel si la problématique était plutôt dans la relance scénario email ou bien sur l'expérience web. L'autre élément, ici dans ce cas-ci,
on a testé effectivement le lancement de la catégorie non-food, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, au début, adhéraient moins au non-food qu'au food, mais au fur et à mesure des améliorations que l'on a faites, on a monté quasiment la conversion non-food au même niveau que food. L'autre question stratégique, c'était de se demander si les gens qu'on attirait des shops physiques allaient avoir un comportement aussi percutant que les gens qui étaient des acheteurs traditionnels en ligne. Et là aussi, on s'est rendu compte que finalement, les gens qui venaient du physique avaient plus de propension en ligne à acheter du non-food en même temps que leur achat food. Et donc là, on est arrivé même à des taux de conversion supérieurs par rapport aux acheteurs traditionnels. Dernier élément, on a fait de l'ABC testing. Et donc ici, la question était de savoir s'il fallait relancer après le comportement web les gens après 1 jour, 7 jours, le vendredi ou le prochain jeudi. Et donc là, on fait véritablement du testing en temps réel et on a pu se rendre compte que on a pu faire passer de 9 à 13% la conversion en relançant les gens non pas en temps réel, mais en relançant les gens à la prochaine session de shopping, c'est-à-dire le prochain jeudi, un jour avant le prochain vendredi, qui étaient les jours les plus importants. Et vous vous doutez bien que cette relance peut encore être personnalisée, où on va aller relancer les gens en fonction de la prochaine session de shopping de chaque individu. Alors, je vais conclure par le fait que, en termes de marketing automation après la campagne, on doit effectivement avoir un focus à court terme et se demander est-ce qu'on convertit, et là c'est important d'avoir les informations en temps réel pour régler les choses. Et puis on doit effectivement avoir une vue à moyen terme dans lequel on met en place des stratégies, par exemple augmenter la fréquence des gens, augmenter l'engagement digital. Et là, on doit s'assurer que au cours de 3, 4, 5, 6 mois d'activité, les gens transfèrent de segments basse fréquence à haute fréquence et donc que la stratégie paye. Je finirai par ce webinaire par dire que, contrairement à des systèmes d'ERP, des systèmes de CRM, le marketing automation, 80% des apprentissages sont en cours de route et donc le boulot n'est jamais fini. Et donc, si vous implémentez de la technologie, des modèles de données, faites en sorte que ce soit constamment adaptatif et évolutif en fonction de vos conclusions, parce qu'effectivement, le cheminement vers plus de personnalisation est en général un trajet qui va durer 2-3 ans. Les résultats sont là à court terme, donc commencez léger, faites des erreurs rapidement et puis effectivement corrigez le modèle. Voilà. J'espère en tout cas que ceci vous a intéressé, que vous pouvez en tout cas avoir de la matière pour implémenter dès demain des choses dans votre entreprise. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir quelques questions, environ 5 minutes, 5-10 minutes de questions. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez envoyer vos questions à dialoguebe@actito.com si vous êtes en Belgique ou bien dialoguefr@actito.com si vous êtes en France. Avez-vous des exemples de B2B? Alors c'est vrai que mon discours était principalement B2C. C'est clair que le B2B a des caractéristiques bien spécifiques. Le premier exemple de B2B, c'est effectivement ABB, qui est une société de robots industriels. Et là, il y a deux priorités. C'est trouver ce qu'on appelle le Zero Moment of Truth, c'est-à-dire il faut essayer de constituer une base de données et effectivement de capter un comportement digital qui va permettre de scorer un prospect, de prospect froid à prospect chaud. Et souvent dans des processus d'achat longs, qui sont 6 mois pour la voiture, pour effectivement l'achat de l'immobilier, pour le B2B, il est très important de faire du scoring de comportement digital et de comportement email pour rendre l'action après le marketing aux forces de vente, parce qu'effectivement, le marketing fait du nurturing et la force de vente, en général, conclut, mais elle doit avoir un scoring qualifié. Et l'autre exemple du B2B, l'autre priorité du B2B, c'est effectivement le contrôle de l'image de marque, où effectivement le marketing automation permet à chaque filiale, chaque pays,
d'avoir des templates intelligents, mais avec effectivement leur offre de gamme qui est localisée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes si vous voulez. Alors, vous avez parlé de pilote avant automatisation. Avez-vous des exemples? Euh, Aussi bien Carrefour que l'Empiris sont en fait des exemples de pilotes. C'est-à-dire, le but d'un pilote, c'est effectivement en 4 à 8 semaines, sur base d'un briefing stratégique, être capable de transformer l'entreprise d'un exercice de marketing de masse à un exercice de marketing personnalisé, et puis directement d'avoir des KPI, et puis derrière ça d'aller industrialiser et automatiser. Un autre exemple, c'est par exemple pour Philips, on a lancé une brosse à dents pour enfants, et effectivement, le but c'était de faire du pré-lancement avant tout le plan média de Philips en mode pilote pour se dire quelle est la cible naturelle pour ces brosses à dents, quels sont les USP, les facteurs clés de vente, les arguments produits qu'il faut mettre en évidence. Et donc, on a fait un pilote dans lequel on est rentré en dialogue avec des bases de données de parents. On leur a demandé quelles étaient les difficultés qu'ils éprouvaient pour brosser les dents, faire brosser les dents de leurs enfants. Et effectivement, on a eu une multitude de réponses différentes qui permettaient de faire du marketing personnalisé. Et on s'est rendu compte que sur ce pilote-là, la pertinence de réponse par rapport aux problèmes des parents avait plus de valeur que de la valeur promotionnelle. C'est-à-dire les gens qui avaient un cadeau en plus ont moins converti que les gens qui avaient des conseils personnalisés pour mieux brosser les dents. Et donc on voit effectivement dans ce pilote que l'hyperpertinence permet d'économiser énormément de budget des ventes et de coûts des promotions. Et puis les mécaniques ont été systématisées et les conclusions de ce pré-lancement ont été utilisées dans le plan de lancement national et le média mix pour mieux calibrer le message de positionnement. Alors encore une autre question peut-être? Voilà, donc il n'y a plus de questions. Donc en tout cas, j'ai été ravi de passer cette demi-heure avec vous. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Et je vous rappelle qu'effectivement, ceci était le premier webinar. Il y a 3 autres webinars, personnalisation, délivrabilité email et intelligence artificielle qui vont se passer au cours de l'été. Et donc, vous recevrez cette présentation vendredi par email et vous aurez également des relances pour effectivement vous permettre de vous inscrire aux autres webinars d'Actito. Voilà. Au nom d'Actito, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.